Sur la question de cette nouvelle pandémie grippale, hein, la première du 21e siècle, moi je crois que la première chose à dire, c'est que elle est historique au sens où c'est la première fois que l'on tente d'agir pour modifier l'histoire naturelle d'une pandémie. C'est la première fois que l'homme est en capacité euh, de ne pas juste subir un nouveau virus, mais d'agir dessus. Toutes les autres pandémies précédentes ont toutes été subies euh, dans une posture uniquement réactive. Et c'est là la première fois qu'on est en situation d'être proactif. Cela pour toute une série de raisons. D'abord, les progrès scientifiques autour de la grippe et de son virus, les énormes progrès de la surveillance épidémiologique qui ont permis de détecter ce nouveau virus mi-avril, alors qu'il y avait 2 cas aux États-Unis, ce qui est quand même un grand succès de l'épidémiologie, et puis parce que sous l'impulsion de l'OMS, la plupart des pays se sont préparés depuis plusieurs années à faire face à cet événement de façon organisée et de façon intersectorielle. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Il faut réaliser que jusqu'à présent, on apprenait qu'il y avait une nouvelle pandémie de grippe environ 1 an après qu'elle survienne, parce qu'on obtenait les statistiques de mortalité, on se disait, tiens, il y a eu un pic de mortalité, et un pic de mortalité hivernale dans les pays développés ne peut avoir que 2 causes, c'est un épisode de pollution atmosphérique ou un épisode de grippe. Le diagnostic était assez facile à faire, mais il était toujours rétrospectif. Et là, on suit ce virus à la trace. Ce virus a été typé à une vitesse tout à fait remarquable. Il est suivi à la trace dans la plupart des pays du monde, même si aujourd'hui le nombre de cas ne peut plus être compté, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a plus que 10 000 cas, que la plupart des formes cliniques sont très bénignes, que la plupart des malades ne voient pas le médecin, donc on ne peut pas vraiment compter les 100 000 personnes malades dont on parle au moment où on enregistre n'ont absolument aucune valeur. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que juste à New York, on a dépassé 500 000 cas. La surveillance des décès semble plus fiable. On a une pandémie avec un taux de décès qui n'est pas complètement négligeable, à mon avis, contrairement à ce que l'on dit, parce qu'entre 4 et 5 pour 1000 malades, ce n'est pas complètement négligeable comme létalité. C'est du niveau habituel de ce que fait le virus grippal, mais je ne parlerai pas, moi, personnellement, de mortalité. J'en tire une première leçon, c'est que le fait de disposer de plans de lutte contre le phénomène a incontestablement permis de grands progrès. Ça a permis, je pense, beaucoup déjà de stabiliser le système de décision et de faire que les grands acteurs et les grands décideurs n'ont pas été pris au dépourvu. Et ça, dans les phénomènes épidémiques, c'est extrêmement important. La France a eu jusqu'à présent une politique assez agressive et
tentant, avec un certain succès d'ailleurs, quand on se compare avec la Grande-Bretagne, de diffuser, de limiter la diffusion du virus sur notre territoire. Et on est en train de s'apercevoir que, évidemment, cette stratégie a ses limites et qu'elle ne pourra pas être poursuivie très longtemps. Alors, bon, voilà, moi je voudrais revenir un petit peu sur ces plans. Bon, il se trouve que j'ai eu à diriger la préparation du premier plan français, qui depuis a été bien amélioré par les équipes de Didier Houssin. Je voudrais quand même rappeler l'importance de disposer d'un plan. Ça peut paraître livresque, scolaire, parfois c'est même critiqué comme idée. Moi, je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé dans notre pays en août 2003, alors qu'au moment de cette vague de chaleur, nous n'avions aucun plan de développer et que personne ne savait quoi faire et que personne n'a compris les priorités et que par exemple pendant des jours et des jours, on a fait de ce problème de vague de chaleur un problème hospitalier et ça c'était une erreur de diagnostic, le problème n'était pas hospitalier. Et ça, quand on n'a pas de plan et qu'on doit tout improviser à l'improviste, eh bien évidemment, c'est plus facile de faire des erreurs de diagnostic. Maintenant, il ne faut pas non plus se tromper, et un plan n'est pas destiné à dicter aux acteurs à l'avance leur conduite à tenir. Le plan, il est juste destiné à établir des procédures pour des choses connues et que l'on sait qu'il faudra résoudre, de façon à ce que dans l'événement, on ait la disponibilité et l'énergie de faire face à l'imprévu. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit souvent, un plan ne sert pas à prévoir l'imprévisible. Dans ce genre d'événement et avec ce type de virus, tout peut survenir. Il faut que chacun soit persuadé qu'il n'y a aucun scénario écrit à l'avance, que tout peut survenir depuis la disparition de ce virus jusqu'au fait qu'il devienne particulièrement virulent. Et c'est imprévisible. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, c'est imprévisible. Donc le plan n'est pas là pour tout prévoir et tout codifier. Il est là pour dire, écoutez, on sait qu'on aura des choses à traiter. On sait qu'on peut avoir un afflux de malades hospitaliers. On sait qu'on va avoir à utiliser des médicaments à grande et que si on n'a pas de stock constitué, on sera pris au dépourvu. On sait qu'on devra, notamment pour les personnels soignants, disposer d'un stock de masques suffisant. Constituer des stocks de masques en quantité suffisante, quand ce n'est pas prévu à l'avance, vous comprenez que si on avait 1 milliard de masques à commander aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Mais ce stock a été fait au cours du temps parce qu'il a été préparé et que les commandes ont pu être faites à froid, avec d'ailleurs une négociation de prix bien plus favorable que ce qui se passerait actuellement. Et du coup, le plan, alors que cette infrastructure est établie, permet de libérer l'énergie et la créativité des décideurs qui auront le temps, du coup, de faire face à l'imprévu. Moi, il me semble que je voudrais insister sur ce point parce que les plans, c'est facile à critiquer. Ça paraît parfois un peu bébête et un peu scolaire. Et moi, pour avoir vécu à la fois des problèmes sur lesquels je disposais de plans et de problèmes pour lesquels je n'en avais aucun, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même difficulté décisionnelle. Alors, voilà pour caractériser la situation un peu du point de vue des grands enjeux de santé publique et des grands enjeux d'organisation de l'action publique. Nous sommes en juillet 2009. Qu'est-ce qui est devant nous? Des décisions très difficiles.
Bon, encore une fois, on peut être optimiste, ce virus pourrait même disparaître. Il pourrait continuer sa stratégie actuelle, qui est relativement intelligente pour un virus, qui consiste à ne pas tuer tous ceux qui l'infectent. Ce qui lui offre la possibilité, la meilleure possibilité de survie et d'infecter le plus grand nombre possible. Le virus pourrait muter, il pourrait muter spontanément, il le fait tous les jours. Un virus qui comporte 8 brins d'ARN est très instable et mute tous les jours. Il pourrait muter sous la pression de l'utilisation massive du Tamiflu et des autres antiviraux. Et c'est quelque chose à prendre en considération. Quel sera l'impact de la mutation? Est-ce qu'il sera bénéfique pour l'homme ou bénéfique pour le virus? Eh bien, on n'en sait rien. Voilà. Il faut se préparer à gérer cette incertitude. Si on se place dans le cas de figure d'un scénario moyen, avec le scénario qui, je dirais, le plus attendu, une deuxième vague du virus qui deviendrait un peu plus agressif qu'il ne l'est maintenant, alors nous allons faire face à une certaine difficulté. Bon, je voudrais commencer par les difficultés de communication. Bon, moi, je veux accuser personne et je veux prendre la défense de personne. Je n'ai pas de cause à défendre. Je voudrais souligner la grande difficulté. J'ai été en contact avec pas mal de journalistes, j'ai même participé à des réunions publiques. Il faut beaucoup d'humilité. Il y a ce qu'on veut dire, il y a ce qui est dit effectivement, il y a ce qui est entendu et ce qui est compris. Je suis frappé du fait que l'ambiance est toujours faite de messages simplistes. Alors les premiers messages ont été très alarmistes. Pourquoi? Il faut se rappeler que les premières données mexicaines qu'on a eues faisaient état de milliers de décès. Ça avait immédiatement une tonalité alarmiste. Et puis, des investigations épidémiologiques ont été faites et le nombre de décès, y compris mexicains, a été revu considérablement à la baisse. Donc là, aujourd'hui, on est sur une maladie qui s'apparente à un gros rhume, avec un petit mal de gorge. Et là, l'ambiance, c'est « on nous a fait peur pour rien ». Et moi, je suis persuadé qu'au premier décès français, sur le territoire de la France, il y aura à nouveau une vague d'inquiétude. Puis il suffit qu'on ait 2 ou 3 décès rapprochés pour que, immédiatement, la perception de la population change. Et que ceux qui disent aujourd'hui « oh, ils en ont trop fait », seront les mêmes qui, demain, nous diront « eh ben, ils ont regardé le virus passer, ils n'ont rien fait ». Ça, c'est caractéristique des situations de crise, c'est-à-dire des situations où le risque perçu peut être modifié de façon très rapide et où l'inquiétude va fabriquer un bouc émissaire. Et je suis toujours frappé quand même du fait que de façon dominante, et je pense que c'est un trait français, il y a une sorte de position critique dominante, soit pour dire qu'on en a trop fait, soit pour dire qu'on n'en a pas fait assez. Et il y a relativement peu de gens aujourd'hui qui se rendent compte que le positionnement de la communication, quand on fait face à une situation d'incertitude, est effectivement difficile. Si vous expliquez la complexité de l'incertitude, le message est inaudible dans le monde médiatique dans lequel on est. Vous êtes conduit à devoir simplifier.
Alors, au début, vous voulez mettre le système sous tension, attirer l'attention des gens. On a besoin des gens. La prévention contre la grippe n'est pas une prévention passive, c'est une prévention active qui repose sur des mesures d'hygiène de base. Si on veut être entendu des gens, il faut créer un certain niveau d'inquiétude. Et puis après, on s'aperçoit que quand même, on n'est pas en train de tomber comme des mouches à cause de la grippe. Alors là, les gens disent, ils nous ont fait peur pour rien. J'ai encore entendu au cours d'une réunion publique, regardez, c'est comme la vache folle, ils nous ont fait peur pour rien. C'est comme le bug de l'an 2000, ils nous ont fait peur pour rien. Ce que les gens oublient, c'est que si on a pu éradiquer la vache folle, c'est au prix d'un énorme programme de prévention. Et si le bug de l'an 2000 ne s'est pas manifesté, c'est parce qu'on a fait d'énormes efforts de préparation. À partir de 1993, à partir de la reconnaissance du fait que le prion pouvait franchir la barrière d'espèces, à partir des premières estimations qui permettaient d'estimer que tout le monde en France et au Royaume-Uni avait été exposé au prion pathogène, il y avait réellement de quoi être inquiet. On se retrouve aujourd'hui avec quelques dizaines de cas en France de malades, quelques centaines de malades au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une chance extraordinaire. Et ça, les gens l'oublient. La chance, c'est que la majorité d'entre nous sont génétiquement protégés des effets du prion pathogène. Et ce n'aurait pas été le cas, je suis désolé, nous aurions fait face à une catastrophe de santé publique. Et en 1996, 17, 18, jusqu'en 99, jusqu'en 2000, quand on lève l'embargo sur le bœuf britannique, il y avait tout lieu de craindre une forte menace pour la santé de la population. Aujourd'hui, on est plutôt content de savoir que la menace a été surestimée. On comprend qu'on a une protection génétique qui a évité au prion de faire les dégâts que l'on redoutait. Mais dire aujourd'hui qu'à l'époque on en a trop fait, c'est particulièrement injuste et injustifié. Pour le bug, c'est pareil. Il a fallu mobiliser jusqu'à la plus petite des PME pour que les sécurités des systèmes informatiques ne s'écroulent pas le 1er janvier de l'an 2000. Alors, c'est toujours pareil, je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour obtenir ça, il faut dramatiser la scène. Et quand finalement vous avez dramatisé la scène et que rien ne se produit, les gens disent « on s'est moqué de nous ». Ben oui, mais si on ne dramatise pas, on n'obtient pas une adhésion à l'action. Et si on n'obtient pas et sans ça, la prévention n'est pas efficace. C'est ça le dilemme de la prévention, c'est que vous devez mettre le système en tension, mais que l'impact de la prévention, c'est rien. Quand une action de prévention marche, il ne se passe rien. Et donc les gens disent « ah ben c'était pas la peine ». Bon. C'est ça la grande difficulté. Et vous verrez que ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui, au mois de juillet 2009, on en a trop fait, et si on se retrouve avec 1000 morts en mois d'octobre en France, ce sont les mêmes qui hurleront en disant que pendant l'été, le gouvernement a été d'une passivité coupable, que les autorités n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, etc., etc. On est dans un système accusatoire. Et ce système, je le trouve préoccupant. Pourquoi ? Parce que c'est un système de dépossession de l'action par les acteurs et la population. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est qu'on est dans un système où ce discours-là, qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle que la population attend des pouvoirs publics tout. Moi, dans une des réunions publiques que j'ai fait, il y a même quelqu'un qui a dit « Écoutez, pour l'instant, ils n'ont pas envoyé l'armée, donc ça prouve bien que ce n'est pas grave. » Donc les gens s'attendent, une partie des gens s'attendent à ce que si on fait face à une pandémie sévère, eh bien, on aura recours à l'armée. Et il y a assez peu de gens qui réalisent que face à une pandémie sévère, bien sûr que les autorités publiques vont avoir un rôle à jouer, mais tout le monde va avoir un rôle à jouer. Les entreprises vont avoir un rôle à jouer.
Le management de première ligne en milieu de travail va avoir un rôle à jouer. Toute la population, les enseignants, tous ceux qui s'occupent des jeunes vont avoir un rôle à jouer. Et ce discours accusatoire sur le mode on en fait trop, on n'en fait pas assez, est un discours de dépossession qui évite tout un chacun de se poser la question de qu'est-ce qu'il fait, lui, comment chacun se prépare pour faire face à cette épidémie, sachant que, ce qui est quand même assez particulier, c'est que contrairement à ce que l'on croit, les moyens efficaces, les plus efficaces, ne seront pas des moyens médicaux, et ça va être l'hygiène de base, et en particulier le lavage des mains et la distance pour limiter les phénomènes de contagion. Donc voilà, moi ça me paraît particulièrement important. Bon. Sinon, on fera face à des décisions difficiles, dont il me semble que la plus difficile des décisions est celle qui va poser le plus de problèmes pour être comprise et qui va pouvoir bénéficier en premier du vaccin. Qui sera prioritaire pour cela? L'OMS a dit récemment quelque chose qui semble relever du bon sens et vous verrez que ce ne sera pas forcément aussi simple que ça. Il a dit le personnel soignant doit être prioritaire. Il est vrai qu'un soignant malade est un soignant inutile. Comme ça, je pense que beaucoup de gens sont prêts à entendre ça, mais vous verrez que si nous faisions face à un virus plus virulent et plus grave que ce qu'il est actuellement, vous verrez que ce choix sera remis en question. Et que de victimes à protéger, les soignants deviendront des privilégiés qui se servent en premier. Je crois que ça mérite d'être anticipé. Et après, on fera face effectivement à des décisions qui révéleront en fait le système de valeurs de notre société. Est-ce qu'on va vouloir protéger d'abord les enfants, d'abord les personnes âgées, d'abord les personnes malades? Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Il est vraisemblable, il y a une mobilisation industrielle considérable, il est vraisemblable que les premiers lots de vaccins vont arriver dès le mois de septembre. Ce débat mérite d'être préparé. Il me semble qu'il y a matière à procédure de débat public, sur un débat sur lequel on a besoin des avis d'experts, c'est sûr, mais sur lequel on n'a pas seulement des décisions de nature technique. Il y a un engagement éthique derrière ce choix. Et il faut, je terminerai peut-être là-dessus, toujours garder à l'esprit que les situations d'épidémie sont des situations qui réveillent le spectre de la discrimination. Dans l'histoire de l'humanité, les épidémies, c'est pas rien. Ce sont des déterminants historiques absolument considérables, qui ont façonné les sociétés, qui ont façonné la conception de la vie sur Terre, qui ont façonné la conception religieuse et spirituelle de notre vie. Les épidémies, c'est toujours des événements énormes. Et dans l'histoire, dans notre histoire, les épidémies ont toujours donné lieu à des persécutions vis-à-vis de groupes qui servaient d'expiation. Et pas seulement qu'au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je rappelle que quand même au moment où l'épidémie de sida a décollé, on s'est retrouvé à nouveau face à cette problématique. Donc il ne faut pas du tout croire
qu'on est sorti de cette période où, grâce à la science et à la médecine, nous sommes sereins face aux épidémies. Une situation épidémique est toujours une situation qui va révéler les failles de notre société et son côté le plus noir. Et donc, pour l'instant, bon, il y a bien eu une petite période où les Mexicains ont été tenus à l'écart, mais ça n'a pas duré quand même très longtemps et ça ne laissera pas de traces, je pense. Et bon, pour l'instant, on a une menace virale qui est plutôt accueillie avec lucidité et sur laquelle on ne sent pas de menace en termes de discrimination. Mais ça pourrait changer très vite. Et ces menaces, il faut toujours les prendre extrêmement au sérieux. Il faut les prendre au sérieux au plan médical, mais il faut aussi les prendre au sérieux au plan social. Et ça mérite d'être préparé dès la rentrée, dès le mois de septembre. Je pense que des plateformes comme l'Espace éthique ont d'immenses initiatives à prendre, parce que, encore une fois, il y a cette tendance qui est trop forte soit à se reposer entièrement sur les pouvoirs publics, soit au contraire à critiquer entièrement les pouvoirs publics et à ne pas leur faire confiance. Et on manque de maturité, je trouve. Il y a un manque de maturité sociale face à ces grands problèmes de santé publique en France. C'est-à-dire on passe en permanence on attend tout des pouvoirs publics, ou alors les pouvoirs publics ont complètement fait faillite. On passe sans arrêt sur un raisonnement de type binaire. Et on n'a pas cette maturité de dire il y a un rôle pour les pouvoirs publics, il y a un rôle pour les professionnels de santé, il y a un rôle pour les médias, il y a un rôle pour la population, et toute la difficulté est d'arriver à rendre compatibles, complémentaires et synergiques ces rôles. Et cette réflexion sur les rôles, elle est insuffisante. Tout se passe comme si tout dépendait des pouvoirs publics qui vont réussir ou échouer. Et la grille de lecture est celle-là, réussite ou échec. Et cette grille de lecture binaire nous mène dans l'impasse. En situation d'incertitude, je suis persuadé qu'une grille de lecture binaire nous mène dans l'impasse. Et donc, il faut créer les conditions qui relèvent du débat social, permettant de créer des espaces de discussion dans notre société, tout simplement pour la rendre plus forte face à ce virus-là. C'est la première pandémie du XXIe siècle, mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que ce ne sera pas la dernière.